Attendez avant d'applaudir, vous savez jamais. Donc je suis là pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le théâtre de l'opprimé. Le théâtre de l'opprimé, ça a été inventé par mon père au Brésil à un moment spécifique de l'histoire brésilienne. C'était un moment de lutte au Brésil. C'était un moment de lutte pour le rétablissement de la démocratie. Au Brésil, il y a eu 2 coups d'État côte à côte, un en 64, l'autre en 68. Et à ce moment-là, mon père, parmi beaucoup d'autres artistes, ils ont essayé de lutter contre la dictature en utilisant ce qu'ils savaient faire déjà, c'est-à-dire de l'art. Et ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché, pourquoi ? Parce que la dictature avait des moyens légaux pour lutter contre les artistes. Par exemple, la censure. Donc, ils répétaient des textes pendant des semaines, et juste avant de jouer, venait la censure pour dire non, finalement, on vous libère une scène, et c'est tout. Le reste, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais la dictature aussi avait des moyens illégaux pour lutter contre les théâtres. Ces moyens illégaux, c'était par exemple d'avoir des militaires qui s'habillaient en civil, qui allaient dans le public, comme si c'était des spectateurs normaux, et au moment de la représentation, se levaient, allaient sur scène et commençaient à frapper les acteurs, les actrices, à détruire les décors. Merci. Il y a une actrice qui a perdu son enfant, enfin l'enfant qu'elle portait sur scène en se faisant taper. Ma mère était sur scène. Quand elle voit quelqu'un du public, ma mère était actrice, elle voit quelqu'un du public lui jeter quelque chose, elle voit cette chose-là arriver vers elle, tourner jusqu'à ses pieds, arriver jusqu'à ses pieds, et là, elle a vu que c'était une grenade. La grenade n'a pas explosé. On ne sait pas si c'est parce que c'était un avertissement ou si c'était parce que c'était une grenade brésilienne. Mais j'adore l'industrie brésilienne. Je suis vivant grâce à elle. Mais c'était des genres de choses qui pouvaient arriver. Et mon père, par exemple, a perdu 2 assistantes de metteurs en scène sous la torture. Ils sont morts torturés. Peut-être vous savez, ceux qui connaissent mon père, que mon père a été emprisonné et torturé lui-même. Donc ça ne marchait pas, en fait, d'utiliser l'art. L'art dans les théâtres, en tout cas. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont sortis des théâtres et ils sont allés vers d'autres endroits pour essayer de continuer à faire ce qu'ils faisaient. Ils sont allés dans les usines, ils sont allés dans les écoles, ils sont allés dans les champs, ils sont allés partout où on pouvait faire du théâtre. Et une de ces pièces-là, c'était une pièce sur la réforme agraire qui était et est toujours un grand problème au Brésil. Et cette pièce-là finissait avec tous les acteurs et toutes les actrices en scène, en ligne, qui avançaient vers le public en chantant « Il faut verser notre sang pour libérer notre terre. Il faut verser notre sang pour libérer notre terre. » Donc ils ont joué ce spectacle-là dans beaucoup de villages et c'était un succès, parfois c'était moins un succès. Jusqu'à un jour, ils sont allés dans un village et là, immédiatement, ça a été un succès. Dès la première scène, les gens commençaient à applaudir, à pleurer, à se lever, le spectacle qui avait lieu. Et les acteurs, les actrices, ils étaient très contentes de ce qui se passait, mais ils ne savaient pas trop pourquoi, dans ce village-là, ça se passait aussi bien. Et à la fin de la représentation, un des paysans est venu vers eux, un paysan qui s'appelait Virgile, et qui a dit « Écoutez, on a adoré votre représentation, et ça nous a touché beaucoup, parce que la semaine dernière, un des grands propriétaires terriens a volé la terre d'un des nôtres. Donc voir vous, qui venez de São Paulo, qui est la plus grande ville du Brésil, et vous pensez comme nous, ici, dans ce petit village, c'est très touchant. Vous voir vous, qui êtes dans la plupart des blancs, et vous pensez comme nous, qui pour la plupart sommes noirs, c'est très touchant. Voir vous, qui êtes des artistes, des intellectuels, et vous pensez comme nous, qui sommes pour la plupart d'entre nous des analphabètes, c'est très touchant, c'est très fort. » Et vous imaginez bien que mon père et la compagnie, ils étaient tous très contents d'écouter ça. Sauf que le paysan a continué à parler, et c'est devenu plus problématique pour eux. Il a dit, puisqu'on pense exactement la même chose, puisqu'on est d'accord sur tout, pourquoi maintenant vous allez vous reposer et demain vous allez venir avec les fusils que vous avez montrés sur scène et on va tous ensemble lutter contre le propriétaire terrien qui a volé la terre. Et on va verser notre sang pour libérer notre terre, comme vous le dites à la fin de la chanson. Et là, évidemment, mon père, il était moins content. Et il a commencé à expliquer à Virgile, écoute Virgile, le problème c'est que les fusils qu'on voit sur scène, c'est pas des vrais fusils. Et Virgile ne comprenait pas pourquoi avoir des fusils qui tirent pas. C'était quelque chose qu'il ne comprenait pas. Je pense que c'est une vraie question aussi, mais bon, c'est un autre débat. Et donc, ils ont expliqué, non, c'est un malentendu, tu n'as pas compris, ces fusils-là ne tirent pas. Et Virgile, à la fin, a dit, d'accord, c'est un malentendu, vos fusils ne tirent pas, aucun problème. Vous inquiétez pas, on a des fusils pour tout le monde.
Donc, dormez ce soir, reposez-vous, prenez un petit déj robuste et demain, on prend les armes, on va vous donner des armes, vous venez avec nous, on va lutter pour notre terre et on va verser notre sang pour libérer notre terre, comme vous le dites dans votre chanson. Et là, mon père, il s'est trouvé dans la situation très embarrassante de devoir dire à Virgile qu'il y avait un autre malentendu. Que eux, ils étaient des acteurs et des actrices qui ne savaient pas tirer, qui ne connaissaient pas les techniques de guérilla, qui ne savaient pas se cacher en faisant le son d'un oiseau, courir en faisant le son d'un autre oiseau. Ils ne savaient pas ce genre de choses-là. Et que s'ils participaient à l'action, ils allaient se faire tuer au bout de 2 secondes, les paysans au bout de 4 secondes, et que l'action n'allait pas réussir et qu'ils n'allaient pas continuer à jouer ce spectacle si beau que les paysans venaient de voir. Et à ce moment, Virgile a répondu: « D'accord, il n'y a plus de malentendu. J'ai tout à fait tout compris. Quand vous chantez sur scène, il faut verser son sang pour libérer notre terre. C'est de notre sang à nous, les paysans, que vous parlez. C'est pas de votre sang à vous, les artistes dont vous parlez. Merci beaucoup. » Et il est parti. Tout le théâtre de l'opprimé, toute l'intention du théâtre de l'opprimé, c'est de plus répéter cette erreur-là. De plus faire un théâtre que mon père a appelé un théâtre anti-éthique. De plus faire un théâtre où on dit aux autres qui ils sont, quel est leur problème, quelle est la solution à ce problème-là, mais ne pas vouloir prendre parti de cette solution-là. Tout le théâtre de l'opprimé, c'est ça. Le théâtre de l'opprimé, pour moi, repose sur 3 principes principaux. Je vais vous donner 3 citations de mon père, qui pour moi sont les plus importantes du théâtre de l'opprimé. La première, c'est passer les moyens de production théâtrale au peuple. C'est plus aux artistes et aux acteurs, aux actrices de prendre la place des autres. C'est aux opprimés eux-mêmes de faire le spectacle. Parce que la première violence qu'on fait aux opprimés, c'est ne pas leur laisser le droit de raconter leur propre histoire. Il faut qu'eux-mêmes puissent briser le monopole de la scène pour que d'autres monopoles puissent être brisés. Le monopole du savoir, le monopole du pouvoir politique, le monopole de l'argent. Briser le monopole de la scène pour briser d'autres monopoles ensuite. Le deuxième principe du théâtre de l'opprimé, qui est fondamental pour moi, c'est de dire que le centre de gravité du théâtre de l'opprimé n'est pas ici, sur scène. Il se trouve dans la salle. L'idée, c'est de ne pas uniquement faire en sorte que d'autres jouent, mais c'est aussi et surtout peut-être d'établir d'autres rapports entre la scène et la salle. Parce que cette limite ici, qui fait que d'un côté, quelqu'un, moi dans ce cas-là, a le droit de parler, a le droit d'être sous la lumière, a le droit d'agir, et d'autres n'ont que le droit de rester dans l'obscurité, n'ont que le droit d'écouter, n'ont que le droit d'applaudir ou pas à la fin, cette ligne, elle existe dans le théâtre, mais elle existe ailleurs aussi. Elle existe dans les démocraties parlementaires. C'est le pouvoir très bizarre qu'ont les citoyens de voter, un pouvoir qui disparaît dès qu'on l'exerce. Et je pense qu'ici à Montréal, vous êtes assez au courant. Hein. Le troisième principe que je vais vous donner, c'est le troisième et dernier principe, c'est que le théâtre de l'opprimé est une répétition de la révolution. Mon père a changé cette citation plusieurs fois dans sa vie. Une répétition du changement, une répétition de la transformation. Mais ce qui est important dans cette idée, c'est que c'est une répétition de... On ne se substitue pas au changement, à la transformation, à la révolution. On est une étape préparatoire. On est un moment où on se renforce pour continuer la lutte, ensuite, pas que sur scène, mais dans la vraie vie. Comment ça s'incarne concrètement dans une des formes du théâtre de l'opprimé, parce qu'il y en a plusieurs. Ça s'incarne concrètement avec, par exemple, une forme qui s'appelle le théâtre forum. Et on a fait un atelier de 3 jours ici à Montréal, qui s'est fini hier. Avec un groupe de personnes qui ressent une même oppression, une scène est bâtie sur cette oppression-là. Dans cette scène, on verra un opprimé lutter contre l'oppression, vraiment lutter, mais subir une défaite à la fin. On joue cette scène devant un public qui est aussi concerné par ce problème-là. Et on jouera la scène 2 fois. La première fois, totalement normalement. La deuxième fois qu'on jouera, on demandera aux personnes du public de ne plus rester assises, mais de se lever, celles qui veulent, ont une idée différente, une alternative, de dire stop, de remplacer la protagoniste et d'essayer de trouver une solution au problème posé par le spectacle. Une solution, 2 solutions, 3 solutions. L'important, c'est pas de trouver la solution, mais c'est de réfléchir ensemble, d'analyser ensemble, de critiquer ensemble. Cette forme de théâtre, le théâtre de l'opprimé, a gagné le monde. La vérité, c'est pas par fierté que je dis ça, c'est vrai. Dans plus de 50 pays, on fait du théâtre de l'opprimé. Parfois, il y a des exemples absolument magnifiques.
En Israël-Palestine, des Israéliens et des Palestiniens qui sont mis ensemble pour lutter contre l'occupation israélienne et qui utilisent le théâtre de l'opprimé. Au Portugal, contre la privatisation de l'éducation universitaire, il y a des scènes qui sont faites à l'intérieur du parti Bloco de Esquerda. En Inde, le Jana Sanskriti, c'est plus de 20 000 paysans qui se sont réunis dans un État indien pour utiliser le théâtre de l'opprimé, pour exprimer leurs oppressions, mais aussi pour concrètement s'émanciper de ces oppressions-là à travers un travail absolument splendide, absolument merveilleux. Il y a aussi des exemples qui sont moins heureux. Dans vos voisins du Sud, là, en États-Unis, pardon, il y a eu un exemple que j'ai vu où on expliquait à des Noirs comment faire quand ils étaient arrêtés par la police. Mettre les mains sur le volant, allumer la lumière, faire descendre la vitre. Si on fait un mouvement pour prendre des documents, faire des mouvements très lents pour prendre ces documents-là, pour pas qu'ils pensent qu'on est en train de prendre une arme ou quoi que ce soit. En faisant ça, ils ont peut-être sauvé la vie de milliers de personnes. Mais il y a une question qu'ils n'ont jamais posée. C'est pourquoi les Noirs doivent avoir peur de prendre des balles aux États-Unis. Cette question-là n'est pas posée par eux. Et ça me fait penser, en France, on a un dispositif qui s'appelle le relooking. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. On va vers les chômeurs, spécialement les chômeuses, et on enseigne aux chômeuses comment se maquiller et comment s'habiller pour passer des entretiens d'embauche. C'est absolument atroce. C'est absolument ridicule. On est en train de dire aux femmes que si elles n'ont pas d'emploi, c'est parce qu'elles ne sont pas assez belles pour avoir ces emplois. On est en train de dire que dans les années 70, où il y avait le plein d'emploi, tout le monde était beau. En 2010, on a 10% de femmes moches. C'est absolument ridicule. C'est de la responsabilisation individuelle. Je pense que je vais commencer à finir mon intervention en mettant l'aspect sur en parlant sur deux choses du théâtre de l'opprimé que je pense qui sont nécessaires. C'est que le théâtre de l'opprimé, c'est un monde. On essaye de faire mentir Margaret Thatcher, la première dame britannique, qui avait déclaré Tina, there is no alternative. Et nous, on pense qu'il y en a, qu'il y a des alternatives, qu'il y a des changements possibles, qu'il y a des changements concrets. Quand mon père a entendu pour la première fois parler du slogan du Forum social mondial, un autre monde est possible, il a dit c'est faux. Plusieurs autres mondes sont possibles. Pas que juste un, plusieurs sont possibles. Et aussi quelque chose qui est très important aussi dans le théâtre de l'opprimé, c'est l'idée que les solutions aux oppressions ne viendront pas des experts, ne viendront pas des savants, ne viendront pas des techniciens. La solution au problème de la pauvreté, là, qui nous concerne, ne viendront pas de ces gens-là, viendront des pauvres eux-mêmes. Merci beaucoup.